Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous des sujets parfois assez tristes, et ça va être à nouveau le cas aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais brièvement évoqué en fin d'émission la situation qui venait de se détériorer à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'ai donc depuis creusé un peu le sujet, et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Le 21 septembre, c'est le jour où la République d'Arménie fête son indépendance retrouvée. En effet, c'était le 21 septembre 1991 que l'Arménie a proclamé son indépendance à la faveur de l'éclatement de l'Union soviétique. Rappelons que l'Arménie indépendante correspond à l'ancienne République socialiste soviétique d'Arménie et qu'elle n'est en fait qu'un tout petit lambeau de ce que fut l'Arménie historique qui s'est étendue sur une grande partie du sud du Caucase et de la Turquie actuelle. La superficie de l'Arménie indépendante n'est que de 29 743 km², soit un peu moins que la Belgique. Et la Belgique, elle, au moins, elle a un accès à la mer, ce qui n'est plus le cas de l'Arménie, qui a perdu sa façade maritime sur la mer Noire au profit de la Turquie actuelle. L'Arménie, comme la Pologne, a souvent été partagée entre ses puissants voisins. Le dernier partage est le résultat d'un accord entre la Turquie post-Empire ottoman, c'est-à-dire la jeune République turque de Mustafa Kemal Atatürk, bâtie sur les décombres de l'Empire ottoman, et la Russie soviétique, établie à partir de la révolution bolchevique de 1917 sur l'ancien empire des Romanov. L'appartenance de l'Arménie occidentale à la Turquie, c'est-à-dire près du quart de la Turquie actuelle, était confirmée par cet accord, tandis que l'Arménie orientale allait devenir une république soviétique. Mais cette dernière, comme si tout cela ne suffisait pas, perdit sous le régime soviétique des territoires historiquement arméniens, peuplés d'Arméniens tels que le Nakhichevan et le Haut-Karabakh, aussi appelé Artsakh par les Arméniens, qui furent intégrés à une république soviétique qui venait d'être créée, la République d'Azerbaïdjan, un pays créé de toutes pièces pour l'occasion. Avant cela, ce pays, l'Azerbaïdjan, n'avait jamais eu d'existence en tant qu'État ou en tant que nation, alors que l'Arménie constitue un État-nation depuis des millénaires. La nation arménienne s'est consolidée autour de son alphabet spécifique et de son identité chrétienne avec son église apostolique, qui est l'une des églises des trois conciles. L'Arménie est en effet devenue un royaume chrétien dès l'an 301, lorsque le roi Tridate IV et sa famille se sont convertis au christianisme et que cette religion devint la religion d'État du royaume. L'Arménie est donc le plus ancien État chrétien de l'histoire, juste avant l'Éthiopie et bien avant l'Empire romain qui, en 301, connaissait la grande persécution antichrétienne de Dioclétien. L'Azerbaïdjan, de son côté, n'a jamais eu d'identité nationale propre. Sa langue est une langue turque qui n'a pas d'alphabet propre. Elle s'écrivait autrefois en caractère arabe, puis à l'époque soviétique en caractère cyrillique, et depuis son indépendance en caractère latin comme le turc. Sa religion est l'islam chiite comme l'Iran, contrairement à la Turquie qui, elle, est sunnite. Ainsi privée de caractère distinctif et ayant perdu le communisme avec la disparition de l'URSS, l'Azerbaïdjan a construit son identité nationale toute neuve en la basant sur l'arménophobie et en s'inventant un récit national imaginaire construit de toutes pièces par de pseudo-historiens à la solde du régime pour tenter de faire remonter l'existence de l'Azerbaïdjan au Moyen-Âge en établissant une filiation fictive avec une ancienne priorité albanaise chrétienne très proche culturellement et religieusement
de l'ancienne Arménie, tout en niant farouchement et en l'effaçant le passé arménien du territoire sur lequel l'Azerbaïdjan indépendant est établi. C'est ainsi que dans l'exclave du Nakhitchevan, les églises, les cimetières, les khachkars, c'est-à-dire les grandes stèles sculptées arméniennes, chrétiennes, ont été impitoyablement rasées. Le même travail destructeur est en train d'être accompli dans les zones du Haut-Karabakh dont l'Azerbaïdjan a réussi à s'emparer à la faveur de la guerre des 44 jours de l'automne 2020. Il suffit de regarder une carte, et je vous invite à le faire, chers auditeurs, une carte de la région, pour comprendre que l'existence d'une Arménie indépendante et chrétienne constitue une pièce du puzzle caucasien qui empêche la réalisation du grand rêve panturquiste des jeunes Turcs, ceux-là même qui perpétrèrent le génocide des Arméniens en 1915, et qui constitue de nos jours l'un des chevaux de bataille du néo-sultan Erdogan. En effet, la situation géographique de l'Arménie fait obstacle à la continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et, bien au-delà, avec les autres républiques turcophones, elles aussi issues de l'URSS, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan et Kazakhstan, sans oublier la région azérie du nord-est de l'Iran et le Turkestan oriental qui constitue la province chinoise du Xinjiang. Le génocide des Arméniens de 1915, le massacre de la population arménienne de Chouchi en 1920, le nettoyage ethnique du Nakhitchevan durant la période soviétique, les massacres de la population arménienne de Bakou en 1990-1991 et la guerre des 44 jours de 2020 ne sont que des éléments d'un seul et même processus visant à supprimer toute présence arménienne, étatique ou pas, dans la région, afin de transformer en réalité ce vieux fantasme panturquiste d'Istanbul à Urumqi, la capitale du Xinjiang, ou plutôt de Pristina à Urumqi. Pristina, c'est la capitale du Kosovo, car les prétentions panturquistes se manifestent aussi en Europe, dans les Balkans, sans oublier les îles grecques de la mer Égée et Chypre. L'anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie est un très triste anniversaire cette année. Le pays n'était pas encore complètement remis de la défaite militaire au Haut-Karabakh et des milliers de morts, civils et militaires, occasionnés par la guerre des 44 jours il y a tout juste 2 ans. Il a fallu que la guerre d'Ukraine offre une fantastique opportunité au dictateur corrompu d'Azerbaïdjan, soutenu par le néo-sultan Erdogan. Ce dernier a redoré son blason au niveau international grâce à la guerre d'Ukraine. Il a su se placer comme intermédiaire incontournable entre Moscou et Kiev, tout en fournissant des drones militaires à l'Ukraine et en se dotant de missiles russes, alors que la Turquie est un membre clé de l'OTAN. Depuis le cessez-le-feu du 9 novembre 2020, 2000 soldats russes ont été déployés au Haut-Karabakh, où ils s'interposent entre l'armée azerbaïdjanaise et les forces artsakiotes. Sans la présence de ces militaires de Moscou, ce qui reste de l'Artsakh libre aurait été balayé depuis longtemps par la soldatesque azérie. Est-ce une coïncidence si l'armée d'Aliyev a attaqué le territoire arménien dans la nuit du 12 au 13 septembre, alors que l'armée russe subissait un cuisant échec dans la région de Kharkiv en Ukraine? Cette offensive était préméditée. Elle a été menée sur plusieurs points de la frontière arménienne. Jamais une telle opération n'aurait pu être menée sans avoir reçu le feu vert d'Erdogan. Ce dernier a cyniquement profité de l'affaiblissement relatif de Poutine pour avancer ses pions dans le Caucase, sachant que la Russie ne serait pas en mesure d'y réagir militairement. Les combats qui se sont déroulés du côté arménien de la frontière ont été d'une rare violence et ont occasionné la mort de plus de 200 militaires arméniens. Plus de 300 autres soldats ont été grièvement blessés et plusieurs civils arméniens ont aussi été tués et blessés. Des infrastructures telles que 2 écoles et un dispensaire
ont été détruites, comme l'ont été des centrales électriques et des systèmes d'adduction d'eau. 192 maisons en territoire arménien ont été détruites et le nombre de personnes déplacées par ces combats s'élève à 8000. Au total, l'armée azerbaïdjanaise est parvenue à occuper 10 km² de territoire arménien. La Russie est parvenue, malgré tout, à imposer un cessez-le-feu dès le 14 septembre, mais il a été quotidiennement violé depuis par l'armée azerbaïdjanaise, occasionnant toujours de nouveaux morts et de nouvelles destructions. Mais le pire est que cette agression azérie a permis au régime de Bakou d'afficher clairement ses intentions annexionnistes, en faisant état de revendications irrédentistes sur une grande partie du territoire arménien. Et là, je ne parle plus du Haut-Karabakh, je parle de l'Arménie proprement dite. Aliyev voudrait s'emparer de la province méridionale arménienne de Syunik, que les Azéris appellent Zangezur. Cette province frontalière de l'Iran est constituée d'une étroite bande montagneuse qui sépare l'Azerbaïdjan de son exclave du Nakhichevan. S'emparer du Syunik permettrait d'assurer une continuité territoriale entre le Nakhichevan et le reste du territoire azerbaïdjanais. Comme si cette revendication inacceptable ne suffisait pas, des prétentions similaires ont été émises par Bakou sur une partie de la province de Geghar-Kounik, au nord-est de l'Arménie, entre la frontière azerbaïdjanaise et le grand lac de Sevan. Par le passé, Aliyev avait même proclamé qu'Erevan, la capitale de l'Arménie, faisait partie de son pays. Pour soutenir ces revendications absurdes sur les provinces de Syunik et de Geghar-Kounik, la propagande de Bakou a fait état ces derniers jours de l'existence d'une mystérieuse république turque de Zangezur Goïcha, dotée d'un drapeau ressemblant fort à celui de l'Azerbaïdjan. L'Arménie, au lieu de célébrer l'anniversaire de son indépendance nationale, fait donc plus que jamais face à une menace existentielle. Le conflit ukrainien risque en effet de permettre à la Turquie et à son vassal azéri d'en finir une bonne fois pour toutes avec la question arménienne, comme le régime jeune turc avait tenté de le faire en 1915 avec le génocide. Dans un tel contexte, il est bien triste de voir Israël, pays issu d'un épouvantable génocide, soutenir l'Azerbaïdjan qui lui sert d'alliance de revers face à son grand ennemi l'Iran. L'Iran qui est le seul pays voisin qui ne soit pas hostile à l'Arménie. La perte de la province de Syunik priverait le pays de son débouché iranien. Durant la guerre des 44 jours, l'Azerbaïdjan avait efficacement utilisé les drones qu'Israël lui avait fournis pour infliger de terribles pertes aux Arméniens. Un tiers du pétrole importé par Israël vient d'Azerbaïdjan. On eût pu penser que le souvenir de la Shoah aurait suscité en Israël un peu d'empathie envers le peuple arménien qui a lui aussi survécu à un génocide. Cela n'est malheureusement pas le cas. Et Israël, contrairement à la France et à de nombreux pays du monde, n'a toujours pas reconnu le génocide arménien de 1915. Mais Israël est loin d'être le seul pays à avoir fait preuve de cynisme envers l'Arménie. Alors que les pays occidentaux n'ont pas de mots assez durs depuis le 24 février dernier pour condamner l'agression russe contre l'Ukraine, il n'y a eu aucun communiqué pour condamner l'agression azerbaïdjanaise contre l'Arménie les 12 et 13 septembre derniers. Seulement des communiqués appelant à la cessation des hostilités et renvoyant dos à dos les belligérants sans désignation de l'agresseur. Durant son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre, le président Macron a beaucoup parlé de l'Ukraine et il a eu des mots très durs à l'égard de la Russie, tout en omettant d'évoquer l'Arménie et l'agression azérie. Pourquoi ce deux poids, deux mesures de la France et de l'Union européenne? Rappelons qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'était rendue à Bakou voici quelques semaines pour négocier l'achat de gaz azéri afin de compenser la réduction des importations de gaz russe. Le jour même de l'attaque du 12 septembre dernier, le ministre azerbaïdjanais de l'énergie se réjouissait du fait que les exportations de gaz de son pays vers l'Union européenne
allait augmenter de 30% cette année. Pourquoi l'importation de gaz azéri serait-elle plus moralement acceptable que celle de gaz russe? Même le pape François s'est contenté d'évoquer, pour les déplorer bien sûr, des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Lui aussi a donc malheureusement renvoyé dos à dos l'agresseur et l'agressé. L'Arménie, qui n'a aucune ressource pétrolière ou gazière, est donc bien seule aujourd'hui. Elle est entourée de voisins hostiles qui aimeraient bien la voir disparaître de la surface de la Terre. Fort heureusement, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a à nouveau fait preuve d'un grand courage, comme elle l'avait fait voici quelques semaines, en se rendant à Taïwan pour soutenir cette île démocratique face aux menaces de Pékin. Cette fois-ci, elle n'a pas hésité à se rendre en Arménie, le 17 septembre, juste après les attaques azerbaïdjanaises, à la tête d'une importante délégation parlementaire états-unienne, afin d'y soutenir un État démocratique agressé par un régime dictatorial. Le silence de la communauté internationale est d'autant plus intolérable que les militaires azerbaïdjanais se sont, une fois de plus, rendus coupables de crimes de guerre. C'est ainsi que plusieurs femmes soldats arméniennes capturées ont été violées avant d'être démembrées et tuées, le tout étant filmé à l'aide de téléphones portables. Des images insoutenables de ces forfaits ont ensuite été diffusées par les soldats azéris eux-mêmes sur les réseaux sociaux. D'autres images ont également circulé, les montrant profanant des églises. C'est dans un tel contexte qu'ici en Corse, l'AMICA, l'Association pour l'amitié Corse-Arménie, invite tous les esprits fraternels de l'île, en solidarité avec l'Artsakh et l'Arménie, à participer à une messe de requiem selon la liturgie arménienne, 2 ans, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre des 44 jours de l'an 2020. Cette messe aura lieu le mardi 27 septembre 2022 à 15 h à la chapelle Sant'Antone à Sorio di Tenda. Cette chapelle est située à une dizaine de minutes de marche au-dessus du village, lequel village se trouve dans le Haut-Nebbio, à 40 minutes de Bastia. Les montagnes qui l'entourent ne sont pas sans rappeler celles de l'Artsakh. Saint-Antoine le Grand, ou Saint-Antoine d'Égypte, qui vécut de 251 à 356 et qui est considéré comme le fondateur du monachisme chrétien, est vénéré par l'Église catholique romaine et par les églises des 3 conciles, qui incluent, nous l'avons vu, l'Église apostolique arménienne. À lui seul, il constitue donc un trait d'union supplémentaire entre le peuple arménien et le peuple corse, qui connaît Saint-Antoine sous le nom de Sant'Antone Urimidu, Saint-Antoine l'Ermite. L'officiant de cette messe de requiem sera le père Aram Gazarian, prêtre de la cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs de Marseille. Il sera accompagné par un diacre et un sous-diacre. Robert Aziliazian, président du conseil diocésain de l'Église apostolique arménienne de France et du CCAF Sud, c'est-à-dire de la coordination des associations arméniennes de France, honorera cet événement d'exception de sa présence. Dans le contexte des incessantes violations azerbaïdjanaises du cessez-le-feu et de l'attaque lancée par l'armée azerbaïdjanaise le 12 septembre contre le territoire arménien, l'AMICA tient à exprimer sa solidarité envers le peuple arménien d'Arménie et d'Artsakh, qui sont sans protection, seuls face à la soldatesque du dictateur de Bakou, qui veut les contraindre à abandonner leur terre ancestrale. L'AMICA organise cet événement grâce à l'accueil de la municipalité de Sorio et de son maire, M. Joseph Chiarelli, ainsi que du conseil actif du CCAF Sud, antenne à laquelle l'association est régionalement rattachée. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, chers amis auditeurs et auditrices, sur cette tragique situation dans laquelle le peuple arménien, qui a déjà tant souffert, se retrouve seul. Et je profite donc de cette occasion pour vous inviter à vous joindre à nous à cette messe de requiem mardi prochain. Merci pour votre patience et votre écoute, et je vous laisse en compagnie de Charles Aznavour avec sa célèbre chanson « Ils sont tombés ».
sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts du froid. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant entende, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde formique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont uniquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant à l'instant minuscule feu rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser trace, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient ces terres d'espérance dans des pays ouverts, leurs eaux inconnues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout.